Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de la vie des diocèses. Pour cette émission, nous partons dans le Limousin à la découverte de l'église de Limoges. Un diocèse particulier, il regroupe deux départements, la Haute-Vienne et la Creuse. Dans ces zones rurales, l'agriculture garde une véritable importance, mais il y a aussi des artisanats traditionnels qui se renouvellent et rayonnent, tels que la célèbre porcelaine de Limoges ou encore la tapisserie d'Aubusson, classée à l'UNESCO. Le diocèse est dominé, lui, par la place de la ville de Limoges, avec plus de 130 000 habitants, au milieu d'un territoire qui est très rural et peu peuplé. La Creuse est pour sa part le deuxième département le moins peuplé de France. Ce diocèse, fondé au IIIe siècle, regroupe aujourd'hui 500 000 habitants et 30 paroisses. On n'oublie pas également les 19 établissements d'enseignement catholique. Nous en reparlerons d'ailleurs dans cette émission. 55 prêtres et 24 diacres permanents sont en activité sur le territoire et 2 séminaristes sont en formation. Monseigneur Pierre-Antoine Bozo est présent avec nous pour nous parler de la vie de son diocèse. Bonjour Monseigneur. Bonjour François. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de KTO. Avec joie. Alors Monseigneur, vous êtes depuis 2017 évêque de Limoges. Vous-même, vous venez d'Argentan, là c'est donc dans l'Orne. Vous êtes aujourd'hui membre du Conseil épiscopal pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein de la Conférence des évêques de France. Et vous êtes aussi membre d'un groupe, le groupe de travail sur la bioéthique, toujours au sein de cette même Conférence des évêques de France. Et justement, il est question dans l'actualité de bioéthique avec le fameux projet de loi. Après le vote au Sénat, le texte va être examiné à l'Assemblée en deuxième lecture au printemps. Vous-même, vous êtes en l'occurrence très impliqué. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons de votre mobilisation ? Notre mobilisation, elles sont liées au fait qu'on se pose et on pose la question aux politiques en particulier du fait de savoir si les progrès et les découvertes en matière de biomédecine, de biotechnologie sont nécessairement bonnes pour l'homme. Il y a cette fameuse loi de Gabor qui dit que, au fond, tout ce qu'on est capable de faire, on le réalisera, tout ce qu'on est capable de faire techniquement. Et nous pensons que tout ce qui est possible techniquement n'est pas nécessairement bon pour l'homme, pour l'humanité. Et c'est là-dessus que nous interrogeons la conscience des parlementaires. Et donc, vous voyez, c'est en particulier dans la bioéthique, les questions autour de la procréation. L'enfant devient quasi une industrie, une fabrique, et ça nous interroge profondément. Il y a des enjeux anthropologiques énormes. Voilà, donc nous sommes un peu comme des vigies qui interrogeons les parlementaires sur le bien fondé de certains choix, de certaines évolutions que nous pensons néfastes vraiment pour l'homme. Alors en particulier l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et aux femmes seules, c'est-à-dire l'absence d'un père à l'origine de la vie d'un enfant. Et puis également toutes les questions autour des embryons génétiquement modifiés. On les connaît moins un peu ces questions. Oui, c'est ça, parce que ce sont des questions assez techniques, et je pense que la technicité, justement, est une des explications, peut-être d'un certain désintérêt du public, qui est un peu dépassé par ces termes techniques. C'est pourquoi il vaut le coup d'essayer de faire connaître un petit peu davantage c'est l'enjeu de ces questions, de les vulgariser, parce qu'au fond, on peut expliquer assez facilement. Vous voyez, on sait ce que c'est que les OGM, et en France, on s'est battu pour essayer de prendre des précautions par rapport, voilà. Eh bien, on peut se poser la même question, a fortiori pour des enfants. Voilà, donc il faudrait évidemment affiner un petit peu mon propos, mais en tout cas c'est cet enjeu-là, quoi. Avec aussi dans le projet de loi, alors même si le Sénat a été un petit peu vigilant là-dessus par rapport à ce que les députés avaient proposé, ou en tout cas avaient voté, des choses autour de, vous voyez, ce qu'on appelle les embryons chimériques, voilà, c'est-à-dire l'introduction de cellules humaines dans des cellules, dans des embryons animaux, vous voyez, donc c'est des choses qui sont des ruptures anthropologiques, pour reprendre une expression un peu parlante, qui nous inquiètent beaucoup. Et donc notre rôle, c'est d'alerter et de poser les questions. Après, nous ne sommes pas le législateur, mais en tout cas, l'Église a voix au chapitre, et donc elle ne manque pas de prendre la parole. Alors Monseigneur, si on revient maintenant sur votre diocèse, en l'occurrence Limoges, cela fait 3 ans que vous êtes sur le siège épiscopal. En quelques mots, qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce territoire, dans votre diocèse ? Alors peut-être cette histoire assez marquée par un 19e siècle avec une révolution industrielle forte qui a occasionné pas mal de débats et de conflits entre patrons et ouvriers. La CGT est née à Limoges, ça a donné des choses politiquement assez marquées. Et aussi, c'est pas nécessairement lié, mais c'est pas sans lien, une forme d'antichristianisme, d'anticléricalisme qui a laissé des traces, même si aujourd'hui on a dépassé les grandes idéologies et que les choses sont plus apaisées et que, en tout cas, moi je sens que j'ai un bon accueil
recueil, y compris chez les politiques, chez les gens de la société civile. Ça se sent moins aujourd'hui ? Oui, ça se sent moins, mais en tout cas, ça a marqué l'histoire du diocèse. Et puis également, ce qui est assez marquant, vous l'avez dit, il y a 2 départements, il y a quelques diocèses en France qui comptent 2 départements, mais 2 prédécesseurs, Monseigneur vivant, Monseigneur Caliste et Monseigneur Dufour, m'ont tous les 2 dit, quand j'étais nommé évêque de Limoges, n'oubliez pas la Creuse. Parce que la ville épiscopale est dans la Haute-Vienne, et du coup, la Creuse, qui a une vraie identité culturelle, être creusois, c'est quelque chose, parce que c'est un petit diocèse, mais il a une identité assez forte, un petit département, et du coup, le département dans lequel n'est pas la ville épiscopale, il faut faire attention qu'ils se sentent vraiment du diocèse, voilà. Et donc ça, c'est un de mes points d'attention, puis une des marques fortes aussi de ce diocèse. Et également le fait que, dans la répartition, vous l'avez évoqué, mais la ville de Limoges, c'est 130 000 habitants, l'agglomération, c'est 220 000, c'est quasiment la moitié de la population, et la deuxième réalité urbaine après Limoges, c'est la préfecture de la Creuse, Guéret, avec 13 000 habitants. Donc il n'y a aucune ville moyenne, et donc beaucoup de choses sont concentrées à Limoges, et le reste est très rural. Du coup, ça fait un diocèse avec un peu de vitesse qu'il faut essayer d'unifier. Alors, Monseigneur, je vous propose maintenant de passer notre premier reportage qui concerne en l'occurrence la pastorale scolaire dans l'enseignement catholique. Nous sommes allés découvrir comment elle se vivait au sein de 2 établissements à Limoges, l'Institut Beaupeyrat et le Collège Jeanne d'Arc, une pastorale qui intègre dorénavant l'écologie dans la lignée de Laudato Si. Ce matin, le père André Vinitus, aumônier à l'institution Beaupeyrat, est venu assister au cours de catéchisme dans une classe de 4e. Dieu l'a fait, et Seigneur, et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. Le texte, on va essayer de le laisser travailler dans notre cœur, d'accord, jusqu'à la prochaine fois. Ici, les jeunes eux-mêmes s'impliquent dans la pastorale. En fin de matinée, 2 élèves de terminale animent un atelier du mouvement eucharistique des jeunes, proposé chaque semaine à un groupe de 6e. Ils discutent de leur foi à partir d'extraits de la Bible. Il fallait répondre à des questions et il fallait dire pour nous ce que c'était la nature, si cela nous émerveillait, quand on regarde des belles choses, si on pense à Dieu. Et moi, j'ai mis que oui. Pour notre mère malade, j'ai mis que pour polluer le moins possible, par exemple, je faisais des trajets à pied. Dans cet établissement labellisé Éco-École, religion et écologie sont de plus en plus liés. On a abordé plusieurs thèmes, plusieurs sujets ici sur l'écologie, sur le recyclage, que faire pour donner un peu de son temps, pour aider la planète. Et comme pour nous, la religion fait partie intégrante de la planète, ils sont complémentaires et du coup, on va faire en sorte d'aider la planète à être en bonne santé comme nous, on aimerait être en bonne santé. Le père André Vinitus est également aumônier au collège Jeanne d'Arc dans le centre de Limoges. Alors à Jeanne d'Arc, j'y suis depuis moins longtemps que Beaupeyrat, c'est la 2e année. Donc je soutiens la pastorale et puis j'essaie d'être le plus présent possible. Ici aussi, l'environnement est au cœur de la pastorale, comme l'explique Stéphane Nouvel, directeur interdiocésain de l'enseignement catholique du Limousin. La pastorale sur l'ensemble de l'enseignement catholique du Limousin, elle se situe dans un développement intégral du jeune. Quelque part, la pastorale veut dire vivre l'évangile au quotidien. L'ensemble scolaire Jeanne d'Arc a mis en place des projets pastoraux, des projets d'animation pastoraux autour de la Laudato Si. Alors derrière, c'est pas uniquement recycler du papier, voilà. C'est aussi avoir un comportement citoyen. Les collégiens ont travaillé sur une exposition photographique de Yann Arthus Bertrand qui illustre les mots de Laudato Si, écrits par le pape François. Ces images, elles nous montrent que la vie est fragile. Parce que là, cette image, on peut la trouver belle, mais on peut aussi lui dire qu'il y a des gens qui sont au milieu de nulle part. Alors que l'eau, elle peut déborder. Parce qu'en fait, à la base, ça, c'est le pape François qui avait écrit apparemment qui a écrit une lettre comme quoi le monde est en danger à cause des hommes. Et donc, du coup, ces photos, elles montrent un peu ce que l'homme fait. Le pape termine son encyclique Laudato Si avec un chapitre sur l'éducation et la spiritualité écologique. Et c'est dans cette lignée que veulent s'inscrire ces 2 établissements catholiques de Limoges. Alors Monseigneur, c'est quoi, selon vous, le projet de l'enseignement catholique dans une société qui est largement déchristianisée ? C'est de faire signe. C'est le mot même, ça s'appelle un établissement catholique. Donc même si les gens ne viennent pas nécessairement parce qu'il est catholique, ils viennent pour une sorte d'attention aux enfants, de projets pédagogiques. Normalement, il y a un peu moins de grève dans l'enseignement catholique que dans l'enseignement public. Donc ce sont des raisons variées pour lesquelles les parents mettent leurs enfants dans l'enseignement catholique, mais ils savent que c'est catholique. Et donc ça nous donne
une liberté d'action, d'annonce de l'Évangile, dans le respect des consciences, etc. Mais en tout cas, c'est une plateforme de rencontre, à mon sens, extraordinaire entre des gens très loin de l'Église et l'Église. C'est un lieu d'évangélisation formidable, je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une perte d'identité aussi, quelque part ? Alors, il y a un risque d'une perte d'identité. Cependant, la structure enseignement catholique, elle a des garde-fous, donc on peut vérifier et on peut menacer de retirer l'étiquette catholique à un établissement qui aurait complètement perdu son identité catholique. Vous voyez, donc je pense que nous sommes vigilants. Il y a une vigilance de l'évêque, c'est son rôle. L'évêque, c'est un surveillant étymologiquement. Et puis la direction diocésaine de l'enseignement catholique, qui est la délégation de l'évêque pour gérer l'enseignement catholique, est assez attentive à ce qu'on appelle le caractère propre. Donc veille à faire en sorte que l'enseignement catholique ne soit pas un enseignement privé, mais un enseignement privé catholique. Alors je vous entends effectivement parler, en l'occurrence, du rôle de l'évêque. Ça peut être assez flou d'une certaine manière pour les fidèles. Quelle place exactement a l'évêque dans l'enseignement catholique ? Jusqu'à quel point il a son mot à dire dans l'organisation des établissements ? Alors, ça dépend de la taille des diocèses. Mon diocèse est un diocèse vraiment de taille moyenne qui me permet de suivre d'assez près les affaires. Et donc, j'ai une rencontre très régulière avec le directeur diocésain de l'enseignement catholique, qui est un directeur diocésain pour 2 diocèses, le diocèse de Limoges et le diocèse de Tulle, c'est-à-dire l'ensemble de la région limousine aussi historique. Voilà. Et donc, je le rencontre très régulièrement, donc je suis au courant des questions qui se posent. Et puis, il y a pas mal d'instances prévues. Dans l'enseignement catholique, il y a beaucoup d'instances, d'organismes, de réunions dans tous les sens. Et en particulier, il y a un conseil de tutelle, donc c'est la tutelle du diocèse sur les écoles qui permet à l'évêque d'exercer cette vigilance. Donc en tout cas, il y a vraiment des moyens prévus pour que l'évêque soit au courant de ce qui se passe. Et alors, je ne rentre pas dans les détails, et puis le directeur diocésain, c'est lui qui négocie les moyens avec le rectorat, qui est en direct avec les directeurs, etc. Mais en tout cas, je suis au courant de ce qui se passe, et souvent, on évoque ensemble les questions qui se posent, les réponses à apporter. Donc, de fait, l'évêque a un rôle quand même assez engagé. Et alors, peut-être que c'est aussi le petit diocèse qui me permet moi-même de répondre assez facilement aux sollicitations qui me sont faites. Souvent, je suis invité dans les écoles pour présider une messe, pour rencontrer les élèves, pour faire le tour de l'établissement, pour rencontrer les professeurs l'an dernier. Et puis, ça doit se reproduire cette année. J'ai été invité également par des professeurs de philosophie pour faire des interventions en terminale sur la question du mal l'an dernier, et cette année sur la question de la bioéthique. Alors, une autre question aussi, en l'occurrence, c'est l'écologie. Rapidement, on a vu dans le reportage, il est question aussi d'écologie. Maintenant, dans la pastorale, ça l'intègre. On sait que les préoccupations, justement, écologiques, elles sont plus ou moins raccord avec les positions catholiques. Vous, quel est votre cap, en quelques mots ? Alors, c'est un thème assez porteur, l'écologie, donc allons-y, surfons sur le thème porteur, ça je suis très pour, et cependant faisons attention de ne pas faire quelque chose de trop tarte à la crème. S'il s'agit simplement de dire aux élèves qu'il faut trier leurs déchets, c'est très bien et j'encourage, mais il n'y a pas besoin d'être catholique pour ça. Et du coup, je pense qu'on a quelque chose de spécifique à apporter sur ce thème de l'écologie, de la conversion écologique, c'est la dimension intégrale de l'écologie, c'est-à-dire que l'encyclique Laudato Si le dit très bien, et je pense que c'est un instrument de travail formidable dans l'enseignement catholique, c'est que l'écologie intégrale, ça inclut toute la création, et au sommet de la création, il y a l'homme. Voilà. Et donc, l'attention portée à l'homme, à l'humanité, à la dignité de l'homme, fait partie de l'écologie. Et donc, ce n'est pas simplement des histoires de gestion de déchets et de bilan carbone, c'est plus largement le regard qu'on porte sur l'homme. Alors, Monseigneur, je vous propose de passer à un autre sujet que vous connaissez bien. L'équipe d'éveil synodal, c'est une équipe qui rassemble des catholiques de divers horizons afin de réfléchir à l'avenir du diocèse dans l'échange et la fraternité. Nous avons recueilli le témoignage de quelques membres. On a formé une équipe avec des personnes qu'on ne connaissait pas obligatoirement. C'est des personnes d'âge assez différents, donc ça va de 21 à 67 ans. C'est des personnes qui viennent de différents départements, de la partie rurale, la partie urbaine. Et on se réunit sur des périodes de 24 heures en équipe, donc chez l'un d'entre nous. Donc il y a un petit côté familial et sympathique. Et l'idée, c'est au cours de ces 24 heures, c'est d'avancer sur des sujets qui vont émerger la veille de notre rencontre. Donc on a abordé déjà le fait, la réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le diocèse et dans nos paroisses. On voit bien qu'il y a une baisse de la fréquentation des églises, une baisse de la fréquentation à la catéchèse, qu'il y a des manques, alors qu'on sent quand même une demande de spiritualité chez les gens. Donc voilà, on a fait un petit état des lieux et ensuite on a essayé d'aller un peu plus sur le terrain. Alors Monseigneur, c'est vous qui êtes à l'origine de cette initiative. Pourquoi ?
Pour une double raison, c'est que je suis un fils obéissant de l'Église et donc le pape François invitant beaucoup à cette mise en œuvre de la synodalité dans l'Église, j'ai pris en compte cet appel, cette invitation pressante, sans me forcer parce que je pense que c'est une bonne chose. Et par ailleurs, je suis toujours un peu surpris que quand on a des situations un petit peu de basse eau, baisse d'effectifs un peu dans tous les domaines, eh bien, on a inversement proportionnel une espèce d'inflation des structures et des lieux de concertation. Et du coup, mon souci, c'était parce qu'au fond, la synodalité, ça demande de l'énergie. Alors, il y a une raison positive et une raison négative. La raison positive, c'est que c'est une forme d'intelligence collective, il faut réfléchir ensemble, il faut que l'Esprit Saint s'exprime à travers toutes les vocations et à travers les baptisés, à travers les clercs, à travers tout ce qui fait le corps du Christ. Et donc, il faut être à l'écoute de tout le monde, et ça prend du temps, et c'est onéreux, mais il faut le faire. Il y a une raison un peu plus négative, c'est que parfois, on se donne l'illusion ou l'impression qu'on trouvera ensemble des solutions qu'on ne trouve pas tout seul. Alors peut-être, mais peut-être pas. Et du coup, parfois, on se noie un petit peu dans des structures, dans des réunions qui nous laissent entendre qu'on va trouver une solution qui finalement nous échappe un peu parce qu'on est très démunis. Voilà. Et donc, ce que je n'ai pas voulu faire, pour vous expliquer ce que c'est que cette équipe d'éveil synodal, ce que je n'ai pas voulu faire, c'est lancer un processus d'un conseil pastoral diocésain, qui est une instance de synodalité, avec des élections, avec des représentativités de tous les échelons, de tous les membres, de toutes les composantes du peuple de Dieu, et puis y compris des gens qui sont plus loin de l'Église, etc. Parce que mon expérience et les sondages que j'ai faits auprès de frères évêques, et puis sur ce qui s'est passé dans le diocèse avant que j'arrive, me montrent que il y a souvent pas mal d'absentéisme, on élit des gens qui ne sont pas très motivés, et que donc c'est peut-être représentatif, mais finalement c'est une structure un peu lourde et pas très joyeuse. Voilà. Comme le pape nous invite beaucoup à la joie, mon souci c'était d'inviter, pour mettre en œuvre la synodalité, des gens motivés. Voilà, des gens motivés qui ont envie de servir l'Église, qui ont des idées à faire partager, et en tout cas qui veulent être à l'écoute aussi. Donc cette petite équipe, c'est une équipe de gens plutôt jeunes, même si on a veillé à ce qu'il y ait des gens plus âgés, et également de gens très, très motivés par c'est des gens que j'ai appelés, à qui j'ai donné une lettre de mission, et je pense qu'ils insistent beaucoup sur le fait que c'est une fraternité, ils sont attentifs à la dimension conviviale, la dimension de la prière, ils passent du temps ensemble, ils ne se réunissent pas juste autour d'une table pour une réunion, c'est quelque chose de plus large qu'ils portent. Et ce que je leur ai demandé, c'est un espèce de laboratoire d'idées, vous voyez, pour m'aider dans mon discernement, et pour se mettre en œuvre ces idées qu'ils ont à me transmettre, je les invite à être un peu des antennes, à regarder ce qui se passe, à écouter, à sentir un petit peu, pour me conseiller, sachant que les autres lieux de gouvernement, vous voyez, que sont le conseil épiscopal, le conseil presbytéral, sont des lieux où on est très pris par le quotidien, les affaires courantes, et on a du mal à prendre un peu de recul. Donc j'ai chargé cette équipe d'éveil synodal de faire cela. En l'occurrence, vous attendez des initiatives concrètes ? Oui, alors je leur ai donné un terminus ad quem, donc vers le mois de juin, pour me donner un petit peu le fruit de leur travail et le faire se confronter avec la réflexion du conseil épiscopal. Et donc oui, j'attends qu'ils me donnent des pistes concrètes, peut-être qu'ils me disent on pense qu'il faut vraiment proposer un synode pour le diocèse de Limoges, parce que c'est ça qui nous semble la solution qui permettra de donner une perspective missionnaire. On pourrait aller vers un synode, en l'occurrence ? Par exemple, moi je suis très ouvert à tout ce qu'ils me proposeront, et puis après évidemment j'aurai à discerner, à trancher ultimement, mais peut-être qu'ils me diront non, il faut rassembler tous les acteurs de la pastorale des jeunes parce que c'est là qu'il faut insister, ou alors il faut vraiment faire des expériences missionnaires parce qu'on sent que c'est ça qui est dans l'air. Je ne sais pas exactement sur quoi ça débouchera, c'est ça qui est drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais en tout cas qui est beau, c'est que ça m'échappe un peu. Je laisse l'Esprit Saint parler à travers ce petit groupe, mais ce petit groupe lui-même essaie d'être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint dit à travers les prêtres qu'il rencontre, les différents groupes constitués, et puis leurs propres intuitions. Merci Monseigneur. Maintenant, si vous le voulez bien, vous avez l'occasion de répondre à quelques fidèles qui ont des questions pour vous. Ce sont les questions de terrain. Et tout d'abord, la parole est à Olivier, membre de la paroisse Saint-Martial de Limoges et membre de la commission ressources du diocèse. Alors la question que je voudrais poser à notre évêque, qui est le pasteur de tous les chrétiens du diocèse, qu'ils soient hommes ou femmes, baptisés de longue date ou jeunes recommençants, qu'ils soient contemplatifs ou engagés, militants, la question que je voudrais lui poser, c'est la suivante, c'est comment, en tant qu'évêque, portez-vous le souci de développer la mission de chaque baptisé ?
C'est le cœur de mes préoccupations. C'est-à-dire que moi, je suis évêque au service des baptisés. Le sacerdoce ministériel, il est au service du sacerdoce commun des baptisés. Donc, tout mon souci d'évêque, c'est de prendre en compte la mission des baptisés. Et vous voyez, vous avez dit tout à l'heure, il y a une petite soixantaine de prêtres actifs dans le diocèse, 24 diacres pour 500 000 habitants. C'est largement insuffisant. C'est pas eux qui sont chargés de porter l'évangile. Eux, ils sont chargés, alors évidemment, de stimuler, d'annoncer l'évangile aussi. Ça fait partie de la mission des prêtres et des diacres, de donner la vie du Christ dans les sacrements. Mais les vrais missionnaires, ce sont ceux qui irriguent le terrain, sur lequel nous ne pouvons pas, au plan des simples ministres, être présents. Et puis c'est tout à fait conforme au message de Jésus et à son appel à porter l'évangile. Donc, je suis évêque pour stimuler la mission des baptisés en les aidant. Alors, mais stimuler la mission des baptisés, pour moi, c'est stimuler leur vie de disciple. Vous voyez, c'est ce binôme insécable de disciples et de missionnaires. Il faut que je les invite, que je les aide, que je leur donne les moyens de mieux connaître, de mieux suivre, de mieux aimer Jésus-Christ. Et après, pour qu'ils l'annoncent de manière comme par une espèce de débordement de ce qu'ils auront eux-mêmes vécu et rencontré. Merci Monseigneur. Maintenant, nous pouvons écouter Sabine, rédactrice au journal diocésain Le Sillon. Comme chrétien, doit-on être attaché à nos bâtiments ecclésiaux, donc vente ou rénovation? Alors je distingue les bâtiments ecclésiaux. Nous avons à peu près 500 églises dans le diocèse de Limoges. Nous savons que depuis la loi de séparation des églises et de l'État, ces églises ne sont plus propriété de l'Église catholique. Elles sont propriété de l'État pour les cathédrales, la cathédrale et des communes. Donc pour les églises, donc là je n'ai pas à me charger de leur vente ou de leur entretien. Les communes, il se trouve qu'à Limoges, enfin dans la Haute-Vienne et la Creuse, les communes entretiennent admirablement les églises. Ça peut être un problème, ça en l'occurrence dans de nombreux diocèses, des églises qui se dégradent, mal entretenues. De fait, moi je rencontre pas ce problème. J'ai que à peu près que des églises entretenues ou bien entretenues, ouvertes. J'ai jamais entendu parler de questions de désaffectation d'églises, etc. Donc pour moi, les bâtiments églises ne sont pas un problème, c'est plutôt une ressource et une joie d'avoir ces bâtiments qui sont des lieux qui font signe, et qui sont des lieux de rencontre, et qui sont, quand elles sont ouvertes, ce que j'essaie de veiller à maintenir, ce sont des opportunités, ces églises. Pour moi, c'est pas un poids, d'autant plus que je n'en ai pas la charge matérielle. Après, il y a tous les bâtiments de l'église. Donc, ma politique est assez simple et assez efficace, c'est que soit les bâtiments ont une utilité, on les garde, et dans ce cas, on les entretient, soit ils n'en ont pas et on s'en débarrasse. Voilà. En se disant pas que peut-être on en aura besoin dans 20 ans, parce que dans 20 ans, si on a besoin, on fera comme nos prédécesseurs, on achètera, on louera, on construira. Donc je suis pour une gestion un peu rigoureuse et efficace des bâtiments. Je trouve qu'on a trop souvent laissé des bâtiments un petit peu à l'abandon, sachant pas trop quoi en faire. Et au fond, c'était un peu le cas à Limoges, oui, c'est difficile la gestion immobilière parce qu'il faut une vision à long terme et c'est long et compliqué tout ce qui concerne l'immobilier. Donc le principe c'est qu'on se débarrasse de tout ce qui ne nous est pas utile et ce qui nous est utile, eh bien on l'entretient. Voilà, ce qui est onéreux, mais c'est pour voir un peu dans le long terme. Alors Monseigneur, avant de nous séparer, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques grandes dates, des grands événements à venir pour votre diocèse? Je peux vous en présenter deux. C'est Pâques. C'est un événement à venir pour notre diocèse, pour l'Église universelle, mais parce que c'est le cœur de la vie de l'Église, donc ce sera heureux et joyeux dans le diocèse de Limoges comme ailleurs, mais ça ne passe pas sous forme de boutade, c'est très profond. Et puis, plus propre au diocèse de Limoges et assez lointain, mais parce que c'est un événement dont je mesure qu'il faut le préparer. Le diocèse de Limoges est marqué par une tradition qu'on appelle les ostensions limousines, classées au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui ont lieu tous les 7 ans et qui consistent à, tous les 7 ans, entre Pâques et le début de l'été, à ostendere, à montrer les reliques des saints, les saints limousins. Donc ce sont surtout les saints du premier millénaire et on les fait connaître en les sortant dans les rues. Alors c'est à la frontière du folklore religieux, de la piété populaire, de la culture. Et l'Église rejoint, ça c'est des belles associations avec les collectivités, les associations, le monde civil et le monde religieux. Donc alors j'en ai jamais vécu, les prochaines auront lieu en 2023. Mais j'ai compris qu'il fallait anticiper d'au moins 3 ans, donc on va commencer la préparation des ostensions. Dès maintenant. Et j'espère que Cathéo viendra faire un beau reportage sur les ostensions. On viendra avec plaisir
venir, voilà, et on était venu d'ailleurs aux dernières ostensions. Formidable. Merci Monseigneur d'avoir Merci accepté notre invitation sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. L'adresse web du diocèse s'affiche en bas de votre écran. Je vous invite à le consulter si vous souhaitez en apprendre plus sur l'église de Limoges. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO et sur les divers réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.